John Maynard Keynes, né en 1883 à Cambridge, en Angleterre, est un économiste anglais célèbre pour avoir révolutionné l'économie pendant la Grande Dépression. Il a constaté que les marchés libres ne se régulaient pas toujours par eux-mêmes, surtout lorsque des millions de personnes étaient au chômage pendant des années. Dans son livre marquant « La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », Keynes a soutenu que l'intervention gouvernementale était essentielle pour stimuler la demande et lutter contre le chômage. Ces idées ont façonné des décennies de politique, alimentant la croissance d'après-guerre et guidant encore aujourd'hui les réponses aux crises. Keynes a introduit des concepts comme la demande globale et le multiplicateur d'investissement, déplaçant l'économie d'une focalisation sur les individus, d'une échelle microéconomique à une échelle macroéconomique vers l'économie dans son ensemble. Il a montré que nous ne sommes pas impuissants face au ralentissement. Les gouvernements peuvent agir pour restaurer la prospérité. Les économistes classiques croyaient en la loi de Say. L'offre globale crée sa propre demande globale, de sorte que les récessions étaient considérées comme impossibles. Mais la Grande Dépression a prouvé le contraire. Les usines tournaient au ralenti et le chômage montait en flèche. Keynes a soutenu que le vrai problème résidait dans une demande insuffisante. Il a donc introduit le concept de demande globale, c'est-à-dire la demande totale de biens et services émanant d'acteurs nationaux et internationaux comme le principal moteur de l'activité économique. La demande globale est composée de la consommation C, de l'investissement I, des dépenses publiques G et des exportations nettes, c'est-à-dire la différence entre les exportations X et les importations M. Si la demande est insuffisante, l'économie peut stagner avec un chômage élevé. Keynes a montré que les dépenses publiques peuvent combler le fossé, stimulant la production et l'emploi. Ce fut un changement radical. L'intervention gouvernementale est devenue essentielle et non intempestive, comme l'affirmaient les classiques. L'économie keynésienne a remplacé l'ancienne foi dans les marchés autorégulateurs. Pour comprendre les raisons de la faiblesse de la demande globale, Keynes a exploré les raisons qui expliquent pourquoi la demande pouvait être trop faible, et ce, en étudiant comment les gens dépensaient leurs revenus. Il a introduit la notion de propension marginale à consommer, PMC. La PMC est égale à la variation de la consommation, VAR-C, sur la variation du revenu, VAR-IBL. La PMC modélise la fraction de revenus supplémentaires que les gens utilisent pour consommer plutôt qu'épargner. Puisque les gens ne dépensent pas tous leurs revenus, un écart apparaît entre le revenu et la consommation. C'est l'épargne. Les économistes classiques pensèrent que l'épargne n'était que de la consommation ou de l'investissement différé dans le temps. Keynes montra que des causes différentes pouvaient expliquer un excès d'épargne. Keynes soutient que l'épargne et l'investissement sont motivés par des motifs et des acteurs différents, de sorte qu'ils ne s'équilibrent pas automatiquement. Si les ménages épargnent davantage, mais que les entreprises n'investissent pas davantage, la demande chute et l'économie en souffre. L'épargne peut même nuire à l'économie si elle entraîne la thésaurisation, de l'argent retiré de la circulation. Paradoxalement, trop d'épargne peut aggraver une récession. Contrairement à la consommation stable dans le temps des ménages, en raison de plusieurs facteurs que nous développerons dans une autre vidéo, l'investissement des entreprises est volatile et entraîne les booms et les effondrements économiques. Pour Keynes, l'investissement dépend de deux éléments: l'efficacité marginale du capital EMC, le rendement anticipé d'un investissement supplémentaire, et le taux d'intérêt, le coût du financement en cas d'emprunt, en d'autres termes, le coût du crédit. Pour Keynes, l'EMC est le principal déterminant de l'investissement. Or, ce rendement anticipé peut dépendre de facteurs autres qu'économiques. Ainsi, Keynes explique que l'état de la confiance joue aussi. Si le climat ambiant est pessimiste, alors même en cas de baisse du taux d'intérêt et de stimulation de la demande globale, les entreprises n'investiront pas plus. Keynes parle ainsi d'un « esprits animaux » pour décrire les vagues de confiance ou de peur qui animent les décisions commerciales. Une perte soudaine de confiance peut ainsi stopper l'investissement, réduire la demande et déclencher un cercle vicieux de licenciements et de baisse de la consommation. L'instabilité de l'investissement rend les économies plus sujettes aux crises, notamment en raison de ce climat des affaires. Les économistes classiques considérèrent l'argent seulement comme un outil d'échange, n'ayant par ailleurs aucun impact sur la sphère réelle autre qu'une montée de l'inflation en cas de surémission de monnaie. Mais Keynes explique que la demande de monnaie peut aussi être plus forte. Les individus peuvent avoir demandé à détenir plus de monnaie pour d'autres motifs. C'est ce que Keynes nomme
la préférence pour la liquidité. Le motif le plus important est le motif de précaution. En période d'incertitude, les agents préfèrent détenir de l'argent liquide, souvent thésaurisé, pour faire face à une éventuelle crise. De plus, Keynes rejoint les classiques en expliquant qu'un motif de transaction existe aussi effectivement. Et enfin, il ajoute deux autres motifs majeurs, le motif de spéculation et le motif de financement. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, alors que les gens s'attendent à ce qu'ils augmentent, ils thésaurisent de l'argent au lieu d'acheter des obligations et vice-versa. Ainsi, les agents spéculent en achetant plus d'obligations quand les taux d'intérêt sont hauts et ont une préférence pour la liquidité quand ils sont bas. Le motif de financement, rajouté a posteriori par Keynes, correspond enfin à des opportunités d'investissement qui se présenteraient à des ménages ou non en fonction de la conjoncture économique. Lorsque les taux d'intérêt sont trop bas et que donc la préférence pour la liquidité est très élevée, un autre problème peut se déclencher, celui de la trappe à liquidité. Dans cette situation, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'une politique monétaire de relance n'a plus d'incidence sur l'évolution de la demande de monnaie. En effet, dans cette situation, la masse monétaire en circulation est tellement importante qu'un déplacement de l'offre de monnaie, MO, vers la droite, et donc derrière cela, une émission plus grande de monnaie n'entraîne pas une baisse du taux d'intérêt, car M est à l'horizontale. Ainsi, en situation de trappe à liquidité, l'augmentation de l'offre de monnaie n'a pas pour effet de baisser les taux d'intérêt et n'a donc pas d'effet stimulant sur l'économie. Cela ne conduit qu'à de l'inflation supplémentaire. L'économie stagne et les outils monétaires traditionnels perdent donc de leur pouvoir. Keynes a montré que parfois, seules les dépenses publiques, c'est-à-dire une politique budgétaire de relance, peuvent permettre de sortir de l'impasse. Un autre apport majeur de Keynes réside dans sa définition du chômage. La théorie classique disait que le chômage disparaîtrait si les salaires baissaient, mais Keynes a vu des millions de chômeurs, malgré la baisse des salaires. Il a soutenu que le chômage pouvait être involontaire, des personnes désireuses de travailler aux salaires actuels, mais incapables de trouver un emploi. Le vrai problème était un manque de demande, pas des salaires élevés. Baisser davantage les salaires ne ferait que réduire les revenus et les dépenses, aggravant le ralentissement. Les salaires sont également rigides à la baisse, pour Keynes. Ils ne baissent pas facilement en raison des contrats et de la contestation qu'entraîne généralement une baisse. Ainsi, la croyance classique d'un marché du travail qui s'équilibrerait grâce aux variations des salaires, comme dans tous les autres marchés où l'offre et la demande s'équilibrent par le prix, est selon Keynes infaisable. De plus, même si les salaires arrivaient à baisser, alors on risque une spirale déflationniste, moins de dépenses dues à moins de pouvoir d'achat, plus de licenciements et une récession plus profonde. Keynes a insisté sur le fait que la solution était de stimuler la demande et non de réduire les salaires. Keynes en a conclu que lorsque la demande privée est insuffisante et que les taux d'intérêt sont trop bas, le gouvernement devait intervenir avec une politique budgétaire active. En augmentant les dépenses publiques ou en réduisant les impôts, l'État peut ainsi stimuler la demande et créer des emplois via, notamment, une politique de grands travaux, comme ce fut le cas dans les années 1930 aux États-Unis avec la politique du New Deal mis en place par le président Roosevelt pour lutter contre les effets délétères de la crise de 1929. Mais comment fonctionne réellement la politique budgétaire ? Pour la comprendre, il faut savoir ce que le multiplicateur d'investissement signifie. Le multiplicateur d'investissement veut dire que chaque dollar dépensé par le gouvernement dans l'économie génère plus de revenus et de dépenses. Par exemple, la construction d'une autoroute paie des travailleurs, qui dépensent ensuite leur salaire, soutenant d'autres entreprises. L'impact total est un multiple de l'investissement initial. Arithmétiquement, le multiplicateur d'investissement s'exprime comme ceci. Le multiplicateur d'investissement est égal à 1 sur 1 moins la PMC, la propension marginale à consommer. Ainsi, en prenant un exemple précis, si la PMC est égale à 0,8, alors selon la formule, K est égal à 5. En clair, si l'État dépense 1 milliard d'euros, sachant que chaque euro dépensé est réinjecté à hauteur de 80%, alors l'économie gagnera 5 milliards d'euros de revenus supplémentaires en théorie. Et c'est donc véritablement ce multiplicateur qui est au cœur de la pensée interventionniste keynésienne. Ainsi pour Keynes, l'intervention publique est essentielle car elle permet de lutter contre un équilibre du sous-emploi, une faiblesse de la demande globale créant un chômage involontaire, non voulu, et une croissance atone. Keynes a introduit une véritable révolution dans la pensée économique en démontrant que l'économie n'est pas automatiquement auto-équilibrante,
et que la demande globale est la clé du niveau d'emploi et d'activité. Ces théories justifient l'intervention publique comme levier essentiel pour éviter les crises et stabiliser l'économie. Les théories keynésiennes, en contradiction avec le paradigme classique, néoclassique, seront amplifiées, développées et parfois nuancées, comme le montre le développement de courants s'inspirant du keynésianisme, comme les néo-keynésiens, cherchant à faire une synthèse entre keynésien et néoclassique. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous voulez plus de contenu de ce type.